Solène Dubois se déplaçait dans le couloir principal du lycée Saint-Exupéry comme une ombre, les épaules légèrement voûtées, le regard fixé sur les dalles de lino usées sous ses baskets fatiguées. Les néons au plafond bourdonnaient, projetant leurs lueurs blanches et crues sur les rangées de casiers métalliques bleus qui bordaient les deux côtés du passage. Les élèves s'écoulaient autour d'elle en petits groupes, leurs voix créant un brouhaha constant de rires et de conversations, mais aucune de ces voix ne l'appelait. Aucun de ces groupes ne s'arrêtait pour l'inclure. Elle avait été transférée dans ce lycée d'une banlieue de Lyon il y a 6 semaines, arrivant en plein milieu du trimestre avec pour seul bagage un sac à dos rempli de manuels et une détermination à rester invisible. Le premier lundi s'était déroulé sans incident. Solène avait exploré le bâtiment inconnu avec une attention méticuleuse, mémorisant le trajet de son casier à chaque salle de classe, identifiant les coins tranquilles de la cantine où elle pourrait déjeuner sans être remarquée, localisant le box d'études le plus isolé du CDI. Elle gardait la tête baissée pendant les cours, ne se portant jamais volontaire pour répondre même quand elle connaissait la réponse, n'établissant jamais de contact visuel avec les autres élèves qui se retournaient pour dévisager la nouvelle, avec ses vêtements de seconde main et son sac à dos de friperie. Du haut de son 1,58 m et pesant à peine 45 kilos, avec ses cheveux bruns attachés en une perpétuelle queue de cheval, et son sweat à capuche trop grand dissimulant sa silhouette, Solène comprenait qu'elle avait l'air d'une cible facile. Elle avait appris cette leçon dans son ancien établissement et dans celui d'avant, au cours des années qui avaient suivi la mort de son père, une tragédie qui avait plongé sa mère dans une précarité financière synonyme de déménagement constant, de nouvelles écoles, de nouveaux départs qui n'en étaient jamais vraiment. Mais quelque chose chez Solène attirait l'attention malgré tous ses efforts pour rester invisible. C'était peut-être sa façon de bouger, avec une précision contrôlée qui semblait inhabituelle pour quelqu'un d'aussi petit et silencieux. C'était peut-être ses yeux, sombres et observateurs, qui semblaient suivre tout ce qui se passait autour d'elle-même quand sa tête était baissée. Ou peut-être était-ce simplement l'instinct prédateur que possèdent certaines personnes, cette capacité à identifier la vulnérabilité et la faiblesse comme les requins sentent le sang dans l'eau. Quelle qu'en soit la raison, Solène avait attiré l'attention de Gauthier de Varennes à la fin de sa 2e semaine au lycée Saint-Exupéry, et cette attention allait façonner tout ce qui suivrait. Gauthier mesurait 1,83 m, avec les épaules larges et le cou épais de quelqu'un qui avait passé des années à la salle de musculation. Ses cheveux blonds étaient coupés courts sur les côtés, et plus longs sur le dessus, coiffés avec ce genre de négligence étudiée qui exigeait des produits coûteux et un effort délibéré. Il portait la veste de son club de rugby, même à l'intérieur, les manches en cuir craquant à chacun de ses mouvements. Le corps en laine blanche brodé de son nom et de son numéro, preuve de son statut de capitaine de l'équipe des Lions de Saint-Ex. Son père possédait la plus grande concession automobile de la région, et Gauthier conduisait un nouveau 4x4 qu'il garait à la place, la plus visible du parking des élèves. Le genre de véhicule qui coûtait plus que le salaire annuel de la plupart des gens. Il était le roi du lycée Saint-Exupéry depuis la seconde, et il portait cette couronne avec l'arrogance de quelqu'un qui n'avait jamais eu à faire face aux véritables conséquences de ses actes. La première fois que Gauthier remarqua Solène, ce fut à la cantine pendant la 3e semaine du trimestre. Elle portait son plateau vers sa table habituelle, dans un coin, lorsque sa voix trancha le bruit du réfectoire, assez fort pour que les conversations voisines s'interrompent et que les têtes se tournent. « Hé, la nouvelle, jolie veste, ça t'a coûté quoi 3 € chez Emmaüs ?»
Des rires parcoururent la cantine et Solène sentit son visage s'empourprer, mais elle continua de marcher, gardant une expression neutre, refusant de lui donner la réaction qu'il attendait. Elle s'assit à sa table et mangea son repas méthodiquement, s'efforçant d'avaler chaque bouchée malgré le nœud serré dans son estomac. Consciente des regards posés sur elle, des commentaires chuchotés, des téléphones levés pour immortaliser son humiliation sur les réseaux sociaux. L'équipe de Gauthier se composait de 3 fidèles qui gravitaient autour de lui comme des satellites. Brice le maître, le pilier qui servait de bras droit à Gauthier, était bâti comme un camion et avait le tempérament qui allait avec. Il riait le plus fort aux blagues de Gauthier, donnait les bousculades les plus violentes dans le couloir et ne remettait jamais en question un ordre de Gauthier. Puis il y avait Théo Morin, plus petit que les 2 autres mais plus méchant, avec un visage et une langue acérés, spécialisé dans les remarques cinglantes qui laissaient des cicatrices psychologiques. Le 3e était Julien Faure, qui suivait moins par admiration que par peur, comprenant que faire partie du cercle rapproché de Gauthier signifiait être protégé et ne pas devenir une cible lui-même. Les incidents commencèrent modestement. Une bousculade dans le couloir qui envoya Solène trébucher contre un casier. La voix de Gauthier flottant derrière elle avec un « Fais attention où tu vas », le cas social, négligeant ses livres projetés de ses mains, les feuilles s'éparpillant sur le sol, tandis que d'autres élèves les enjambaient sans l'aider. Des commentaires chuchotés qui la suivaient de classe en classe, juste assez forts pour qu'elle les entende. Logement abordable. Elle avait gardé ses mains le long de son corps quand des garçons 2 fois plus grands qu'elle l'avaient poussée, quand des filles s'étaient moquées de ses vêtements et de sa pauvreté, quand les professeurs avaient détourné le regard et que l'administration avait suggéré qu'elle était peut-être le problème, que déménager si souvent signifiait peut-être qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez elle. Solène avait appris à être invisible, à encaisser les coups sans réagir, à survivre jusqu'à ce qu'elle puisse obtenir son bac et s'échapper dans une vie qu'elle se construirait elle-même. Au lycée Saint-Exupéry, elle se disait que ce serait la même chose. Garde la tête basse, ne réagis pas, survis à ce trimestre, puis au suivant et à celui d'après, contente-toi de survivre. Mais Gauthier de Varennes était différent des harceleurs qu'elle avait rencontrés auparavant. Il était implacable, créatif et surtout, il semblait prendre son absence de réaction comme un défi personnel. À la 5e semaine, il avait recruté plus de partisans, des élèves qui voulaient être associés à son pouvoir, qui riaient à ses blagues et participaient au supplice de Solène, parce que cela leur conférait un statut, ou du moins, les protégeait de devenir des cibles eux-mêmes. Les couloirs devinrent un parcours du combattant, où Solène ne savait jamais quand quelqu'un la ferait trébucher, ferait tomber ses livres ou crierait quelque chose de cruel qui ferait rire tout le monde. La cantine était pire. Chaque pause déjeuner une performance où Gauthier orchestrait une nouvelle humiliation pour son public. Les professeurs voyaient ce qui se passait. Solène le savait car elle les surprenait à détourner rapidement le regard lorsqu'un incident se produisait, s'occupant de leurs papiers ou de leurs conversations, trouvant des raisons de se concentrer ailleurs. Un jour, après un cours, elle s'était attardée pour parler à Madame Bernard, sa professeure de français qui lui avait toujours semblé gentille. Madame Bernard avait commencé Solène à voix basse. « Je pourrais vous parler de quelque chose ?» L'expression de l'enseignante s'était resserrée de manière presque imperceptible, une lueur de malaise traversant son visage. « En fait, je suis en retard pour une réunion de département, Solène. Peut-être une autre fois. » Il n'y aurait jamais d'autre fois. Solène comprit que les professeurs du lycée Saint-Exupéry avaient appris la même leçon qu'elle. Affronter Gauthier de Varennes signifiait affronter l'argent et l'influence de son père, et c'était une bataille que personne ne voulait mener. La 6e semaine apporta le premier moment où Solène faillit craquer. Elle était aux toilettes,
pendant le déjeuner, se lavant les mains à l'un des lavabos, quand 4 filles entrèrent. Elle les reconnut comme faisant partie du cercle social élargi de Gauthier, des filles de terminale qui gravitaient autour du groupe populaire sans tout à fait appartenir à son noyau. Dure. Elle s'était placée entre Solène et la porte avant qu'elle ne réalise ce qui se passait. « Alors c'est toi le cas social dont Gauthier n'arrête pas de parler », dit l'une d'elles, examinant ses ongles manucurés avec un désintérêt théâtral. « Je ne comprends pas. Pourquoi tu ne pars pas tout simplement? Tu te fais transférer ailleurs. Personne ne veut de toi ici. » Solène s'était séché les mains lentement, machinalement, sans croiser aucun de leurs regards. « Excusez-moi, » dit-elle doucement, en essayant de se diriger vers la porte. Une des filles se mit sur son chemin, assez près pour que Solène puisse sentir son parfum, cher et écœurant. « Je te parle, » dit la fille, sa voix se durcissant. Pendant une fraction de seconde, son entraînement hurla à Solène d'agir. La fille était trop proche, s'était rendue vulnérable, pouvait être contrôlée avec une simple clé de poignet et un effet de levier. Mais Solène s'était forcée à reculer, à baisser les yeux, à attendre dans un silence soumis jusqu'à ce que les filles aient terminé leur performance et la laissent seule dans les toilettes où elle était restée 5 minutes ensuite, fixant son reflet dans le miroir au-dessus du lavabo, se rappelant pourquoi elle ne pouvait pas se défendre, ne pouvait pas devenir ce que son père avait passé des années à lui apprendre à être. Mais cette rencontre avait marqué un tournant. Le lendemain, Solène était restée après les cours, trouvant un coin vide du gymnase où un entraînement de octobre avait fait place à novembre, l'automne de la région lyonnaise, devenant froid et gris, les arbres nus se découpant sur des ciels couverts, le genre de temps qui faisait des couloirs éclairés au néon du lycée Saint-Exupéry un refuge, même quand il ne l'était pas. C'était un mardi matin, lorsque Solène la vit pour la première fois au CDI pendant 1 heure de permanence. La fille était assise à l'une des tables près des fenêtres, entourée de manuels et de stylos de couleur, ses cheveux auburn tombant en avant alors qu'elle se penchait sur ses notes. Quelque chose dans sa concentration attira l'attention de Solène, la façon dont elle semblait complètement absorbée par son travail, inconsciente des dynamiques sociales qui régissaient le reste du lycée Solène, avait choisi une table à plusieurs rangées de là, s'installant dans sa pratique habituelle de se rendre invisible. Mais elle surprit ses yeux à revenir vers l'autre fille tout au long de l'heure. Il y avait quelque chose de différent chez elle, quelque chose qui suggérait qu'elle existait légèrement en dehors de la hiérarchie normale du lycée Saint-Exupéry. Ses vêtements n'étaient ni chers ni bon marché, son apparence ni soigneusement stylée ni délibérément décontractée. Elle était simplement là, sans la qualité performative qui semblait définir tous les autres que Solène avait rencontrés. Quand la sonnerie retentit et que les élèves commencèrent à rassembler leurs affaires, Solène avait tendu la main vers son sac à dos quand elle fit tomber sa trousse de la table. Stylos et crayons s'éparpillèrent sur le sol, roulant sous les chaises et les tables voisines. Solène s'était agenouillée, cherchant sous les meubles, consciente des autres élèves qui enjambaient ses fournitures sans s'arrêter, lorsqu'une main était apparue dans sa vision périphérique, lui offrant 3 stylos et un surligneur. « Je crois que c'est à toi », dit la fille aux cheveux auburn, sa voix chaleureuse et sans jugement. Solène avait levé les yeux, momentanément surprise, et avait rencontré des yeux verts qui contenaient une gentillesse sincère. « Merci », avait-elle réussi à dire en prenant les stylos, s'attendant à ce que l'interaction s'arrête là. Mais la fille s'était agenouillée aussi, l'aidant à ramasser le reste des fournitures éparpillées. « Je m'appelle Clémence », dit-elle, alors qu'elle rassemblait les derniers crayons. « Clémence Royer, tu es nouvelle ce trimestre, n'est-ce pas? Je t'ai vue dans les couloirs. » Solène, avait-elle répondu doucement, surprise par la simple décence humaine
de quelqu'un qui aidait sans qu'on le lui demande. Solène Dubois. C'est un joli prénom, dit Clémence avec un léger sourire. Bien mieux que le mien, mes parents l'ont juste trouvé joli. Elles s'étaient relevées ensemble et Clémence avait légèrement penché la tête, étudiant Solène avec une curiosité ouverte plutôt qu'un jugement. « Tu veux déjeuner avec moi aujourd'hui ? D'habitude, je m'assois sur les bancs de la cour quand il ne pleut pas. La cantine est trop bruyante pour moi. » Solène aurait dû dire non. Chaque instinct lui disait que laisser quelqu'un s'approcher ne ferait que l'amener dans la ligne de mire, que Gauthier étendrait sa campagne de harcèlement à quiconque s'associerait à elle. Mais quelque chose dans la gentillesse facile de Clémence, l'offre décontractée, faite sans rien attendre en retour, avait fait hocher la tête à Solène, avant qu'elle ne puisse s'en empêcher. « D'accord, dit-elle. Oui, ce serait sympa. » Cette pause déjeuner fut la première fois en 6 semaines que Solène apprécia réellement d'être au lycée. Clémence parla de ses cours, de son amour pour la photographie, de sa frustration face au budget obsolète de l'album de fin d'année du lycée. Elle posa des questions à Solène mais n'insista pas lorsque les réponses étaient brèves ou évasives. Elle partagea son sandwich et ses chips sans que cela ressemble à de la charité, juste une extension naturelle du partage d'un espace et d'un moment. Lorsque la sonnerie retentit pour marquer la fin du déjeuner, Solène avait ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas connu depuis la mort de son père, le début d'une véritable amitié. Elles commencèrent à déjeuner ensemble régulièrement après cela. Clémence gardait une place sur les bancs de la cour et Solène la retrouvait là, 2 déjeuners dans des sacs en papier côte à côte, une conversation facile sur des riens importants et tout ce qui comptait. Clémence était en première, une année d'avance sur Solène, scolairement bien qu'elle partage certains cours en raison des options avancées de Solène. Elle vivait avec sa mère et son jeune frère depuis le divorce de ses parents, travaillait à temps partiel dans un café local et voulait étudier le photojournalisme à l'université. Elle avait une façon de voir le monde qui était à la fois pratique et idéaliste, soulignant de petites choses magnifiques que Solène s'était entraînée à ne pas remarquer. La façon dont le givre formait des motifs sur les fenêtres, le son des feuilles crissant sur le bitume, la lumière dorée parfaite, juste avant le coucher du soleil. Gauthier remarqua leur amitié à la 8e semaine. Solène savait qu'il le ferait, l'attendait, sentait son estomac se nouer de crainte, chaque fois qu'elle et Clémence marchaient ensemble dans les couloirs ou s'asseyaient côte à côte au CDI. Le premier signe arriva pendant le déjeuner, alors que Solène et Clémence étaient sur leur banc de la cour, malgré le froid de novembre, emmitouflés dans leurs vestes et partageant un thermos de chocolat chaud que Clémence avait apporté de la maison Gauthier, et sa bande passèrent. Et Solène sentit leur attention comme un poids physique. « Salut Clémence !» lança Gauthier, sa voix empreinte d'une fausse amabilité. « Je ne savais pas que tu collectionnais les cas désespérés. Celle-là n'a même pas de collier. » Clémence s'était raidie à côté de Solène, sa mâchoire se crispant. « Occupe-toi de tes affaires, Gauthier », avait-elle répliqué, sa voix égale mais tranchante. « Certains d'entre nous ont mieux à faire que de harceler les gens plus petits qu'eux. » L'atmosphère avait changé à cet instant. L'expression de Gauthier était passée de l'amusement au froid, et Solène avait su immédiatement que Clémence venait de se peindre une cible sur le dos. « Fais attention, Royer !» avait dit Gauthier, sa voix devenant plus basse, plus dangereuse. « Tu ferais bien de reconsidérer tes fréquentations. » Les mauvaises compagnies ont tendance à déteindre. Après que lui et sa bande se furent éloignés, Solène s'était tournée vers Clémence, le cœur battant. « Tu n'aurais pas dû faire ça, » dit-elle doucement. « Il va s'en prendre à toi maintenant aussi. » Clémence l'avait regardé avec surprise. « Tu crois que ça m'importe ce que pense Gauthier de Varennes ?
Ce type est un lâche qui ne se sent grand que lorsqu'il rabaisse les autres. Et puis, avait-elle ajouté, heurtant doucement son épaule contre celle de Solène. À quoi servent les amis si ce n'est à se défendre les uns les autres? La question avait frappé Solène, plus fort que n'importe quelle bousculade de Gauthier. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois que quelqu'un l'avait appelé son ami. Ne se souvenait pas de la dernière fois que quelqu'un avait choisi de se tenir à ses côtés au lieu de s'éloigner. Clémence souffrait à cause d'elle, parce qu'elle avait été assez égoïste pour accepter une amitié alors qu'elle aurait dû rester seule. Un soir, après les cours, elle travaillait sur leurs devoirs au CDI quand Clémence ferma soudainement son manuel et regarda Solène directement. « Je peux te poser une question ?» dit-elle. « Et tu n'es pas obligé de répondre si tu ne veux pas. » Solène sentit ses épaules se tendre. « D'accord. Pourquoi tu les laisses te traiter comme ça? Je t'ai observé en cours d'EPS, Solène. Tu bouges comme quelqu'un qui sait comment bouger. Et parfois, quand quelqu'un te fonce dessus dans le couloir, je te vois commencer à réagir, vraiment réagir. Mais ensuite, tu t'arrêtes, comme si tu retenais quelque chose. » Le cœur de Solène martelait contre ses côtes. Elle aurait dû esquiver, trouver une excuse, mais les yeux verts de Clémence ne contenaient qu'une inquiétude et une curiosité sincère. « Si je te le disais, » dit Solène lentement, « tu me prendrais probablement pour une folle. Essaie. » Alors Solène lui raconta, pas tout mais assez. Son père, son enfance dans un club de Krav Maga, des années d'entraînement à des techniques conçues pour le combat réel plutôt que pour le sport. La promesse qu'elle avait faite sur sa tombe, sa détermination à ne pas devenir quelqu'un qui résolvait les problèmes par la violence. Elle avait parlé doucement, consciente des autres élèves dans le CDI, guettant sur le visage de Clémence des signes d'incrédulité ou de moquerie. Elle n'en trouva aucun. « Donc tu pourrais te défendre », dit Clémence quand Solène eut fini. « Tu pourrais mettre fin à tout ça quand tu le voudrais. » « Ce n'est pas si simple, » répondit Solène. « Une fois que je commence, où est-ce que ça s'arrête? Je blesse Gauthier et après, une plainte pour agression, une exclusion, mettre ma mère dans des ennuis judiciaires alors qu'on peut à peine payer le loyer. Et au-delà de ça, » elle hésita, cherchant ses mots. « Mon père disait toujours que savoir comment blesser les gens implique la responsabilité de ne pas le faire, que la vraie force n'est pas de gagner des combats, mais de les éviter. » Clémence resta silencieuse un long moment en train de digérer. « Je comprends, » dit-elle finalement. « Mais Solène, il y a une différence entre éviter les combats et se laisser marcher dessus. Tu ne te défends même pas verbalement, tu encaisses, encore et encore, et les gens comme Gauthier interprètent ça comme de la faiblesse, pas de la force. »« Je sais, » admit Solène, « mais l'alternative me fait plus peur, parce que si je commence à me défendre, je ne sais pas si je pourrais m'arrêter juste à ce qu'il faut. L'entraînement de mon père, c'est tout ou rien, mettre fin aux menaces de façon permanente. Il n'y a pas de demi-mesure en Krav Maga, c'est survivre à tout prix, et ce n'est pas ce que je veux être. » Clémence tendit la main par-dessus la table, serrant brièvement celle de Solène. « C'est ça le problème. » Elles avaient marché ensemble jusqu'au parking où Clémence avait garé la vieille berline de sa mère dans un coin reculé, loin du 4x4 coûteux de Gauthier et des autres véhicules symboles de statut. En approchant de la voiture, Solène aperçut quelque chose qui lui fit un nœud à l'estomac. Les 4 pneus étaient crevés, des entailles nettes dans le caoutchouc qui ne laissaient aucun doute sur l'intention. « Oh mon Dieu !» souffla Clémence, s'arrêtant net. « Ma mère va me tuer. On n'a pas les moyens d'acheter de nouveaux pneus. On a à peine pu se payer cette voiture. » Une rage fulgurante traversa Solène, chaude et immédiate, plus difficile à réprimer que tout ce qu'elle avait ressenti auparavant. C'était sa faute.
La voiture de Clémence était vandalisée à cause d'elle, parce que Clémence lui avait montré amitié et gentillesse. Elle resta là, sur le parking, les mains serrées en poing le long de son corps, respirant prudemment par le nez, luttant contre l'envie de faire demi-tour, de trouver Gauthier et de lui faire payer pour chaque chose qu'il avait faite. « Solène », dit Clémence doucement, et Solène réalisa que son amie la regardait avec une reconnaissance inquiète. « Tu trembles. »« Ça va », réussit à dire Solène, même si ça n'allait pas du tout. Elle était plus proche de craquer qu'elle ne l'avait jamais été, sentant la spirale serrée de son self-control commencer à se défaire. « Laisse-moi t'aider à appeler quelqu'un. Ta mère ou une dépanneuse ou... » « Je sais déjà qui a fait ça, » l'interrompit Clémence. « La question est de savoir si on le signale ou si on laisse tomber comme tout le reste. » Elle l'avait signalé. Le conseiller principal d'éducation, CPE, avait pris des photos et des dépositions, avait promis de vérifier les images des caméras de sécurité du parking. Rien n'en était sorti. Les caméras, comme par hasard, étaient en panne ce jour-là. Aucun témoin ne s'était manifesté. Gauthier et sa bande avaient des alibis. Ils étaient à l'entraînement de rugby au moment où le vandalisme avait dû avoir lieu. L'affaire n'alla nulle part, et la mère de Clémence dut payer 800 € qu'il n'avait pas pour 4 pneus neufs. La 10e semaine apporta une autre crise. Solène et Clémence déjeunaient sur leur banc habituel, dans la cour, lorsque la bande de Gauthier s'approcha, tous les quatre, avec cette démarche particulière qui signalait que quelque chose de pire que d'habitude allait arriver. « On a réfléchi », dit Gauthier, se positionnant directement devant leur banc, bloquant leur sortie. « Il y a la soirée du lycée vendredi prochain, et Clémence, tu es plutôt mignonne sous toute cette mode de friperie. Qu'est-ce que tu en dis? Tu veux y aller avec un vrai homme au lieu de ce cas social ?» Clémence le dévisagea avec un mépris non dissimulé. « Je préférerais manger du verre, » dit-elle sèchement. L'expression de Gauthier se durcit. Mauvaise réponse. Et il se pencha rapidement, attrapa le téléphone de Clémence sur le banc et le leva au-dessus de sa tête hors de portée. « Tu le veux? Viens le chercher. » Clémence se leva, une couleur de colère inondant ses joues. « Rends-le-moi, Gauthier. Essaye pour voir. » Il lança le téléphone à Brice, qui le rattrapa en riant. Clémence se dirigea vers lui. Mais Brice le lança à Théo. Ils jouaient à se faire des passes comme des enfants, sauf que c'étaient des jeunes hommes adultes, entourant 2 filles plus petites, et le jeu n'était pas drôle du tout. Solène s'était levée lentement, son esprit calculant les distances et les positions presque malgré elle. Elle était plus rapide que n'importe lequel d'entre eux, pouvait intercepter le téléphone, pouvait mettre fin à ce jeu en quelques secondes. Mais le faire exigerait de révéler des capacités qu'elle ne pourrait pas expliquer, mènerait à des questions et des conséquences qu'elle ne pourrait pas gérer. « Rendez-le », s'entendit-elle dire, sa voix soigneusement plate. « C'est puéril. »« Oh, regarde qui parle enfin !» dit Gauthier, arrêtant le jeu pour se concentrer sur Solène. La muette a retrouvé sa voix. « Qu'est-ce que tu caches d'autre là-dedans, le cas social? D'autres surprises ?» La façon dont il la regardait suggérait qu'il se doutait de quelque chose, que son faux pas en EPS l'avait fait s'interroger. Avant que Solène ne puisse répondre, Théo avait lancé le téléphone de Clémence, non pas à un autre membre de la bande. La 11e semaine arriva avec des températures chutant en dessous de 0, novembre s'installant dans ce genre de froid pénétrant qui faisait la réputation des hivers lyonnais. La pluie tombait fréquemment, transformant les terrains de sport de l'école en champs de boue, annulant les entraînements en plein air, forçant tout le monde dans les espaces intérieurs surpeuplés où Solène avait moins de place pour éviter les confrontations. Clémence avait été plus silencieuse cette semaine-là, le stress de tout ce qui se passait se lisant dans les ombres, sous ses yeux, et une tension dans ses épaules qui ne se relâchait jamais complètement. Elle avait économisé assez pour un téléphone de remplacement basique, mais la perte de toutes ses photos et contacts pesait visiblement sur elle.
Le mercredi de cette semaine-là, Solène était arrivée au lycée pour trouver des graffitis obscènes, peints à la bombe sur son casier. Des mots qui firent brûler son visage d'humiliation, tandis que d'autres élèves passaient, certains riant, d'autres détournant les yeux, avec une gêne par procuration. Le concierge l'avait nettoyée pendant la première heure de cours, mais tout le monde l'avait vue à ce moment-là, avait pris des photos qui circuleraient sur les réseaux sociaux pendant des jours. En cours de français, Madame Bernard avait donné un projet de groupe, et lorsque Solène s'était approchée d'un groupe pour demander si elle pouvait se joindre à eux, les élèves avaient échangé des regards mal à l'aise, avant qu'un garçon ne dise « Désolé, on est au complet ». Tous les groupes étaient soudainement au complet. Elle avait fait le projet seule. Le vendredi, le contrôle de Solène s'était tellement effrité qu'elle pouvait le sentir s'effilocher à chaque interaction, chaque commentaire chuchoté, chaque rire à ses dépens. Sa posture avait changé sans son intention consciente. Ses épaules étaient plus droites maintenant, sa tête plus haute, son regard plus direct. Elle se déplaçait dans les couloirs, avec moins de traînement de pieds et plus d'une démarche mesurée, son sac porté sur une épaule, au lieu d'être serré devant elle. Les élèves remarquaient ces changements subtils, bien que la plupart ne pussent articuler ce qui était différent. Gauthier le remarqua. Cet après-midi-là, alors que Solène et Clémence se dirigeaient vers le parking après les cours, Gauthier s'était mis sur leur chemin, flanqué de Brice et Théo. « Tu sais ce que j'ai compris ?» dit Gauthier, ses yeux fixés sur Solène, avec une intensité prédatrice. « Tu n'es pas vraiment timide ou effrayé. Il y a autre chose. La façon dont tu bouges parfois, la façon dont tu te tiens, quand tu penses que personne ne regarde, tu caches quelque chose. » Solène soutint son regard sans ciller, sentant son ancien moi essayer de reprendre le contrôle. Baisse les yeux et l'air soumise, ne défie pas. Mais ne parvint pas tout à fait à obéir. « Je ne cache rien, » dit-elle, sa voix plus assurée qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. « Je veux juste qu'on me laisse tranquille. »« Ça n'arrivera pas, » répliqua Gauthier. « Tu vois, c'est mon lycée. Ce sont mes couloirs, ma cantine, mon parking. Tout le monde ici existe, parce que je leur permets d'exister. Et toi, tu es un divertissement. Tu n'as pas le droit de te retirer. »« Regarde-moi faire », s'entendit dire Solène, les mots sortant avant qu'elle ne puisse les arrêter. Clémence s'était raidie à côté d'elle, sentant le changement de ton, le danger dans la nouvelle défiance verbale de Solène. Gauthier avait ri, mais ce n'était pas son rire confiant habituel. Il y avait une pointe d'incertitude. « Fais attention, le cas social. Si tu continues à parler comme ça, quelqu'un pourrait vraiment essayer de faire quelque chose à propos de ton attitude. Et alors quoi? Tu vas te défendre? Tu vas me frapper ?» Il se pencha en avant, baissant la voix. « J'adorerais te voir essayer. » Pendant un long moment tendu, Solène et Gauthier s'étaient regardés, quelque chose de non dit passant entre eux, son défi et sa promesse silencieuse que l'accepter serait une erreur. Puis, Clémence avait doucement touché le bras de Solène. « Viens, » dit-elle, « on y va. » Elle s'était éloignée, laissant Gauthier debout sur le parking, et Solène avait su que la confrontation vers laquelle tout le monde se dirigeait n'était plus une question de si, mais de quand. Ce week-end-là, Solène avait repris un entraînement sérieux pour la première fois depuis des mois. Elle ne pouvait pas aller dans une vraie salle de sport. L'abonnement était cher et on lui poserait des questions sur son passé et son historique d'entraînement. Mais elle trouva un parc avec un sac de frappe suspendu à une structure de pavillon couvert, clairement entretenu par quelqu'un qui s'y entraînait régulièrement. Le samedi matin, avant l'aube, Solène avait soigneusement bandé ses mains et avait travaillé le sac pendant 2 heures,
répétant les combinaisons que son père lui avait enseignées, sentant la mémoire musculaire revenir à chaque frappe jab, direct, crochet, esquive, esquive, roulade, type pour créer de la distance, genou au corps à corps, coude pour le travail rapproché. Les mouvements calmèrent son esprit et rappelèrent à son corps ce dont il était capable. Dimanche après-midi, elle retrouva Clémence dans un café du centre-ville, en terrain neutre, loin du lycée. Elles s'assirent dans un coin tranquille, des tasses fumantes entre elles, et Clémence étudia Solène un long moment avant de parler. « Quelque chose a changé chez toi, dit-elle, depuis hier, depuis cette confrontation avec Gauthier. J'en ai marre de fuir, admit Solène. J'en ai marre de me cacher. J'ai l'impression de trahir tout ce que mon père m'a appris en laissant les gens me traiter comme ça. Il m'a entraînée pour être forte, pour être capable, pour ne jamais être une victime. Et à la place, je suis... » Elle fit un geste impuissant. « Ce que je suis. » « Ton père t'a aussi appris la retenue, » lui rappela doucement Clémence. « Tu m'as dit que c'était ce sur quoi il insistait le plus, que savoir comment blesser les gens implique la responsabilité de ne pas le faire. Je sais, mais il doit y avoir une limite, Clémence, un point où la retenue devient de la lâcheté, où ne pas se défendre ne te rend pas forte, mais te rend complice de la cruauté. » Solène enroula ses mains autour de sa tasse, puisant de la chaleur dans la céramique. « Je crois que je me rapproche de cette limite. Qu'est-ce qui se passera quand tu la franchiras ?»« Je ne sais pas, » dit Solène honnêtement. « C'est ce qui me fait peur. » Elles avaient parlé pendant des heures cet après-midi-là, Clémence posant des questions prudentes sur l'entraînement de Solène, essayant de comprendre exactement de quoi son amie était capable, Solène expliquant des concepts et des techniques qui devaient sembler presque fictifs à quelqu'un sans cette expérience. « Donc tu pourrais vraiment te défendre contre Gauthier et sa bande ?» demanda Clémence à un moment donné. « Même s'ils sont 4 et que tu es seul. 4 brutes, sans entraînement contre quelqu'un formé au Krav Maga. » Solène haussa les épaules. « Ce ne serait même pas serré. C'est ça le problème. Ce ne serait pas un combat, ce serait une plainte pour agression en attente. Sauf s'il t'attaquait en premier, souligna Clémence. Alors c'est de la légitime défense. Peut-être. Si je pouvais prouver que j'ai utilisé une force appropriée. Mais le père de Gauthier a de l'argent et des avocats. Le mien a... » Solène s'interrompit, ne voulant pas formuler la pauvreté et l'impuissance qui caractérisaient sa vie. « Nous n'avons rien. Je ne peux pas risquer des ennuis judiciaires. »« Donc tu es piégé, » dit Clémence doucement. « Condamné si tu le fais, condamné si tu ne le fais pas. En gros. » Mais en rentrant chez elle ce soir-là, à travers des rues qui s'assombrissaient dans la nuit précoce de l'hiver, Solène se surprit à penser aux choix et aux conséquences de nouvelles manières. Son père lui avait appris que les vrais guerriers choisissaient leurs batailles avec soin, ne combattaient que lorsque c'était nécessaire, utilisaient la force minimale pour résoudre une menace maximale. Peut-être que la question n'était pas de savoir s'il fallait se défendre, mais quand et comment. Peut-être y avait-il une version des événements où elle se défendait sans détruire personne, où elle montrait de la force sans cruauté, où elle prouvait que la miséricorde et le pouvoir pouvaient coexister. La 12e semaine commença avec une chaleur inhabituelle le lundi matin, les températures grimpant autour de 15 degrés, le ciel de novembre clair et lumineux. Après des jours de grisaille, Solène entra dans le lycée Saint-Exupéry les épaules droites et la tête haute, ayant décidé d'en finir avec le fait de prétendre être quelqu'un qu'elle n'était pas. Elle avait passé le week-end à planifier, à réfléchir à des scénarios, à se préparer mentalement à ce qu'elle avait décidé serait sa dernière semaine d'acceptation passive. Si Gauthier s'en prenait à nouveau à elle, elle fixerait des limites verbalement.
S'il franchissait ses limites physiquement, elle se défendrait de manière appropriée, ni plus ni moins. Le changement dans le comportement de Solène fut immédiat et évident. Elle se déplaçait dans les couloirs avec une confiance fluide, son sac en bandoulière, son regard direct plutôt que baissé. Lorsque Théo tenta de faire tomber ses livres pendant l'intercours, Solène ajusta simplement sa prise à la dernière seconde, gardant le contrôle, puis le regarda avec des sourcils levés. « Vraiment ?» dit-elle, son ton suggérant la déception plutôt que la peur. « C'est tout ce que tu as ?» L'incident avait attiré l'attention des élèves voisins, et Théo avait rougi de gêne, incertain de la manière de répondre à la moquerie de quelqu'un qui avait été silencieux et passif pendant des mois. Il avait marmonné quelque chose dans sa barbe et s'était éloigné. Et Solène avait continué vers sa classe avec le sentiment satisfait que la dynamique était en train de changer. Au déjeuner, lorsque la bande de Gauthier s'approcha des bancs de la cour où Solène et Clémence étaient assises, Solène se leva avant qu'ils ne puissent commencer leur harcèlement habituel. « Voici comment ça va se passer », dit-elle clairement, sa voix portant jusqu'au petit groupe d'élèves qui s'était arrêté pour observer ce que tout le monde sentait devenir un autre type de confrontation. « Vous allez nous laisser tranquilles, aujourd'hui, demain et tous les jours suivants. Vous allez trouver quelqu'un d'autre pour vous divertir, ou mieux encore, trouver quelque chose de productif à faire de votre temps. » Gauthier la dévisagea avec une surprise sincère avant que son expression ne se mût en colère. « Tu crois que tu peux me parler comme ça ? Je viens de le faire. » Solène garda sa voix égale, calme, mais il y avait une fermeté en dessous qui n'était pas présente auparavant. « Va-t'en, Gauthier, ça ne finira pas bien pour toi. » « C'est une menace. » Brice s'avança, essayant d'intimider avec sa taille. « Tu le menaces ?»« C'est une promesse, » répliqua Solène, soutenant le regard de Brice sans ciller. « Si vous vous en prenez encore à moi, vous n'aimerez pas ce qui arrivera. » La confrontation s'était terminée avec Gauthier qui en riait, faisant des commentaires sur le fait que Solène avait enfin trouvé du cran. Mais quelque chose avait changé dans ses yeux. Une incertitude mêlée de colère, la combinaison dangereuse d'un harceleur qui sentait son pouvoir lui échapper. Alors que lui et sa bande s'éloignaient, Clémence avait attrapé le bras de Solène. « C'était incroyable, » souffla-t-elle. « Mais Solène, tu viens de le défier directement. Il doit répondre maintenant ou perdre la face. »« Je sais, » dit Solène. « Je compte là-dessus. Parce que la prochaine fois qu'il s'en prendra à moi, ce sera public, évident et vu par tout le monde. Et alors, ce sera de la légitime défense, claire et simple. »« Tu planifies ça, » réalisa Clémence. « Tu lui tends un piège. »« Je lui donne un choix, » corrigea Solène. « Il peut s'en aller et nous laisser tranquilles, ou il peut intensifier la situation. C'est à lui de décider. » Mais au fur et à mesure que la semaine avançait, il devint clair que Gauthier choisirait l'escalade. Le harcèlement s'intensifia au-delà de tout ce qui avait précédé. Des images grossièrement retouchées apparurent sur les réseaux sociaux, montrant Solène et Clémence dans des situations compromettantes. Des comptes anonymes envoyèrent des messages menaçants. Quelqu'un creva les pneus du vélo de Solène, qu'elle gardait enchaîné derrière le lycée. Pendant le cours d'EPS, Brice avait accidentellement donné un coup de coude au visage de Solène assez fort pour la faire saigner du nez à nouveau. Et quand elle était simplement restée là, le sang coulant sur son menton, le fixant sans réaction ni larmes, il avait en fait reculé d'un pas. Le point de rupture arriva le vendredi après-midi, lorsque la pluie qui menaçait toute la semaine finit par arriver. Une pluie de novembre battante qui transforma les terrains de sport en bourbiers, qui fit couler l'eau sur les parkings et les allées, qui obligea tout le monde à se dépêcher entre les bâtiments avec les épaules rentrées et des vestes inadéquates,
Clémence avait envoyé un texto à Solène pendant la dernière heure. « On se retrouve à ma voiture après les cours. Faut que je te parle d'un truc important. » Solène avait rangé son sac lentement après la dernière sonnerie, laissant le flot d'élèves se dissiper, puis s'était dirigée vers le parking des élèves sous la pluie battante. Le parking était presque vide à son arrivée, la plupart des élèves ayant couru vers leur voiture pour échapper au temps. Elle aperçut Clémence debout à côté de la berline de sa mère, près du fond du parking, et commença à marcher dans cette direction. Puis remarqua les 4 silhouettes qui étaient apparues entre les rangées de véhicules garés, lui barrant le chemin. Gauthier, Brice, Théo et Julien se disposèrent en un demi-cercle lâche, leurs vêtements de sport coûteux trempés par la pluie. Gauthier tenait son téléphone en l'air, filmant clairement. « Alors voilà ce qui va se passer » cria-t-il, sa voix s'élevant au-dessus du bruit de la pluie. « Tu as fait la maligne toute la semaine, le cas social. Il est temps d'assumer tes paroles. Toi et Clémence, vous allez vous mettre à genoux, ici, dans la boue, et vous allez vous excuser auprès de moi, correctement, pour m'avoir manqué de respect devant tout le lycée. » Solène s'était arrêtée de marcher, son rythme cardiaque régulier, son esprit passant à l'évaluation tactique froide que son père lui avait inculquée depuis l'enfance. 4 adversaires, tous plus grands mais non entraînés. Elle était plus petite, plus rapide, mieux positionnée. La pluie offrait à la fois une couverture et une complication. L'appui serait instable. Plusieurs témoins avec des téléphones sortis maintenant. Des élèves qui avaient entendu la confrontation étaient venus voir. Clémence, debout, près de sa voiture, l'air effrayé mais déterminé. « Non !» dit Solène simplement, clairement. « Alors on va t'y forcer » répliqua Gauthier. Et il commença à marcher vers elle, Brice et Théo se déplaçant pour le flanquer, se positionnant pour encercler Solène entre eux et Clémence. C'était le moment que Solène savait imminent, la confrontation qui mettrait fin au harcèlement ou ferait tout basculer de manière irréversible. « Dernière chance de vous en aller !» cria Solène, sa voix portant à travers le parking jusqu'à l'endroit où au moins 20 élèves s'étaient maintenant rassemblés, tous avec des téléphones levés, tous en train de filmer. « Vous tous, partez, c'est tout !»« Fais-nous partir !» dit Gauthier, et il la poussa, les 2 mains contre ses épaules, assez fort pour que n'importe qui d'autre aurait trébuché en arrière ou serait tombé. Mais Solène avait déjà déplacé son poids sur son pied arrière, s'était préparée à l'impact, et au lieu de tomber, elle avait simplement légèrement basculé, puis retrouvé sa posture. L'air de surprise sur le visage de Gauthier aurait été comique si la situation n'avait pas été si grave. « Mauvais choix », dit Solène doucement, puis elle bougea. L'entraînement de son père s'activa comme une mémoire musculaire encodée trop profondément pour être oubliée. Lorsque Brice se précipita par la droite, lançant un large crochet sauvage, Solène esquiva le coup avec un mouvement de tête minimal, se décala pour créer un angle et délivra un type court et sec, un coup de pied de poussée, directement à son plexus solaire. Le coup avait l'air presque désinvolte, mais atterrit avec une précision ciblée et toute la mécanique du corps derrière lui, et Brice se plia autour de l'impact, son souffle s'échappant dans un halètement sifflant, alors qu'il titubait en arrière et s'effondrait dans la boue. Théo arriva rapidement par la gauche, essayant de saisir Solène dans une étreinte pour utiliser son avantage de taille. Mais Solène avait déjà pivoté pour lui faire face, avait contrôlé ses bras tendus avec une déviation de Krav Maga de Manuel, puis avait piégé son poignet droit tout en enfonçant simultanément son tibia dans sa jambe d'appui avec un coup de pied bas dévastateur. La combinaison fit plier sa posture et, utilisant son propre élan et son positionnement supérieur, elle exécuta une simple projection d'épaule, redirigeant son énergie vers le bas et l'avant. Théo tomba lourdement,
atterrissant sur le dos dans une flaque d'eau avec un bruit sourd et un grognement d'air expulsé. La séquence entière avait duré peut-être 3 secondes. La foule qui regardait était passée des acclamations pour la victoire attendue de Gauthier à un silence stupéfait. En l'espace de 2 battements de cœur, Gauthier lui-même s'était figé. Son téléphone toujours levé pour enregistrer, son expression passant de la confiance à la confusion, puis à quelque chose approchant la peur, alors qu'il réalisait ce dont il venait d'être témoin. « C'est ton tour », lui dit Solène, sa voix parfaitement calme malgré l'adrénaline qui inondait son système. Elle leva les mains en une garde de combat correcte, main gauche en avant à hauteur d'épaule, main droite protégeant sa mâchoire, coude rentré, poids répartis uniformément sur la pointe des pieds. C'était une posture de kickboxing parfaite, reconnaissable pour quiconque savait de quoi il s'agissait. Où tu peux partir. C'est toi qui choisis. Pendant un instant, Gauthier sembla sur le point de s'en aller. Puis Julien, essayant d'aider ou peut-être simplement paniquant, se précipita sur Solène par derrière, tentant un plaquage. Mais Solène avait senti le mouvement. Des pas éclaboussant dans les flaques, une respiration, le déplacement de l'air, et pivota pour le contrer. Elle attrapa ses bras tendus, utilisa son élan pour le déséquilibrer, puis s'écarta simplement d'une manière qui ressemblait presque à un pas de danse, laissant la charge de Julien le porter au-delà d'elle dans la boue, où il glissa et tomba la tête la première. Il ne restait que Gauthier, et Solène s'était tournée pour lui faire face complètement, maintenant sa garde, attendant. La pluie collait ses cheveux à son crâne, coulait sur son visage, trempait sa veste bon marché et son jean usé, mais elle se tenait stable et équilibrée, sa respiration contrôlée, ses yeux fixés sur Gauthier avec le genre de concentration qui venait d'années de sparring contre des adultes qui ne la ménageaient pas. D'heures de répétition jusqu'à ce que les mouvements deviennent automatiques, d'une enfance passée à apprendre que l'hésitation signifiait la défaite. « Comment ?» demanda Gauthier, une perplexité sincère dans sa voix. « Comment as-tu? Qu'est-ce que tu es ?»« Quelqu'un que tu aurais dû laisser tranquille, » répondit Solène. Puis, parce qu'elle devait rendre cela absolument clair, devait s'assurer que tous ceux qui regardaient comprenaient ce qu'ils voyaient, elle ajouta « Mon père était instructeur de combat dans l'armée. Je m'entraîne au Krav Maga et au kickboxing depuis l'âge de 6 ans. J'aurais pu me défendre à n'importe quel moment au cours des 3 derniers mois. J'ai choisi de ne pas le faire parce que je ne veux pas blesser les gens. Je voulais juste qu'on me laisse tranquille. »« Tu as menti, » dit Gauthier. Et il y avait de la colère dans sa voix maintenant. La colère de quelqu'un qui réalisait qu'il avait été manipulé, qu'on l'avait fait passer pour un idiot. « Tu m'as laissé croire que tu étais sans défense. Julien s'est juste fait humilier et couvrir de boue. Si j'avais voulu vous blesser, vous connaîtriez la différence. » Solène baissa les mains, relâchant légèrement sa garde mais restant prête. « J'ai utilisé la force minimale pour arrêter une menace. Ça s'appelle la retenue. C'est la différence entre se défendre et être une brute. » La pluie continuait de tomber, coulant sur les visages et trempant les vêtements, créant un rideau gris qui rendait la scène encore plus dramatique. La foule d'élèves rassemblés continuait de filmer, les téléphones tenus haut pour capturer chaque instant. Quelqu'un dans la foule avait crié « Putain, t'as vu ça ?» Une autre voix, elle les a mis KO tous les 3 en genre 5 secondes. Le murmure de conversations excitées grandit, les élèves digérant ce dont ils avaient été témoins. L'inversion complète des dynamiques de pouvoir attendues Gauthier était restée là un long moment de plus, et Solène avait vu l'instant exact où son ego s'était effondré sous le poids de la réalité. Ses épaules s'étaient légèrement affaissées, sa mâchoire s'était desserrée, et quelque chose comme de la honte avait traversé son expression. Sans un autre mot, il s'était retourné et avait marché vers son 4x4, laissant sa bande se relever de la boue par leurs propres moyens.
Brice et Théo avaient suivi après un moment d'hésitation, jetant des regards en arrière à Solène, qui mêlait peur et respect à contre-cœur. Seul Julien avait eu besoin d'aide pour se relever, et même là, tu aurais pu leur faire bien plus de mal que tu ne l'as fait. Elles s'étaient séparées et Solène avait regardé la foule qui se dispersait, les élèves tenant toujours leur téléphone, filmant toujours, digérant toujours ce dont ils avaient été témoins. « Ça va être partout », dit-elle, la réalité s'installant, sur tous les réseaux sociaux, probablement viral d'ici demain. Tout le monde va savoir ce qui s'est passé. « Bien, » dit fermement Clémence, « qu'il le sache. Que tout le monde voit exactement ce qui se passe quand quelqu'un d'entraîné et de capable choisit de se défendre au lieu de subir des abus. Qu'il voit que tu as quand même fait preuve de clémence alors que tu aurais pu faire bien pire. » Elle serra la main de Solène. « Tu es une héroïne, Solène. Pour chaque gamin qui a déjà été harcelé et s'est senti impuissant, tu leur as montré qu'il est possible d'être fort tout en restant bon. » Solène n'était pas sûre de se sentir comme une héroïne. Elle se sentait surtout froide, mouillée et épuisée, l'adrénaline commençant à s'estomper pour laisser place à la faiblesse tremblante qui suivait toujours le combat, même à l'entraînement. Mais alors qu'elle se tenait là, sous la pluie, regardant le reste de la foule se disperser, Solène s'autorisa à ressentir quelque chose qu'elle n'avait pas connu depuis des mois, la sécurité. Pour la première fois depuis son arrivée au lycée Saint-Exupéry, elle n'avait pas à regarder par-dessus son épaule, n'avait pas à calculer des voies de fuite, n'avait pas à réprimer ses réactions et mouvements naturels. Elle pouvait simplement être. Les conséquences arrivèrent rapidement. Le soir même, de multiples vidéos de la confrontation s'étaient propagées sur les plateformes de réseaux sociaux. Instagram, TikTok, Twitter et même YouTube. Les élèves qui avaient assisté au combat postèrent leurs images avec des légendes allant de « Une brute se fait démolir » à « Bagarre parking, lycée Saint-Ex, à voir absolument », à des commentaires plus réfléchis sur le harcèlement et la légitime défense. Les vidéos montraient tout clairement. Le harcèlement verbal de Gauthier, sa poussée physique qui initia le contact, la réponse contrôlée de Solène qui neutralisa 3 adversaires en quelques secondes, son avertissement mesuré et son offre de les laisser partir, la façon dont elle maintint sa discipline et sa retenue même au milieu d'une confrontation physique, le téléphone de Solène qu'elle avait laissé dans son casier pendant l'incident était plein de messages lorsqu'elle le récupéra plus tard dans la soirée. Certains étaient encourageants, la félicitant d'avoir tenu tête à Gauthier. D'autres étaient accusateurs, la qualifiant de violente ou de dangereuse. Quelques-uns venaient de personnes qu'elle connaissait à peine, voulant soudainement devenir amie maintenant qu'elle avait fait ses preuves. Elle ignora la plupart d'entre eux, ne répondant qu'aux textos inquiets de Clémence et à un message. « Vous avez mis 3 élèves au sol en quelques secondes », dit le proviseur. Cela suggère un entraînement et une capacité bien au-delà de ce que l'on attendrait d'une élève normale. « J'ai effectivement un entraînement », reconnut Solène. « Mon père était instructeur de combat dans l'armée. Il m'a appris le Krav Maga et le kickboxing depuis mon plus jeune âge, mais avoir un entraînement n'annule pas mon droit de me défendre lorsque je suis attaqué physiquement. » Monsieur Durand s'avança de son coin. « Ce que dit mademoiselle Dubois est exact, monsieur le proviseur. J'ai examiné toutes les images disponibles sous plusieurs angles. Gauthier de Varennes a clairement initié le contact physique avec une intention agressive. Mademoiselle Dubois s'est défendue avec un niveau de contrôle qui démontre en fait une retenue remarquable. Compte tenu de son niveau de compétence apparent, elle aurait pu infliger des blessures graves. Elle a choisi de ne pas le faire. »« Ce n'est pas la question, » dit M. Rocher, bien qu'il semblât moins certain maintenant. « Nous avons une politique de tolérance zéro concernant la violence sur le terrain de l'école. »« Alors vous devriez avoir cette conversation avec Gauthier de Varennes, » dit Solène, sa voix se durcissant légèrement. «
parce que je subis sa violence depuis 3 mois. Intimidation physique, destruction de biens, harcèlement, menaces. J'ai signalé une partie de cela. D'autres élèves en ont signalé davantage. Et rien n'a été fait. Alors, quand il a finalement escaladé jusqu'à une agression réelle, je me suis défendu. Et maintenant, c'est moi qui suis convoqué dans votre bureau? Le proviseur se tortilla mal à l'aise. Il y a des canaux appropriés pour gérer ces situations. J'ai essayé les canaux appropriés, interrompit à nouveau Solène. Ils ont échoué. Les professeurs ont détourné le regard. L'administration s'est plus souciée de la réputation de l'école que de la sécurité des élèves. Et quand la bande de Gauthier a crevé les pneus de mon ami sur votre parking, l'enquête n'a mené nulle part, malgré des preuves évidentes. Alors pardonnez-moi si je n'ai pas beaucoup de foi dans les canaux appropriés. Il y eut un long silence dans le bureau, rompu seulement par le bruit de la pluie contre les fenêtres, une autre tempête de novembre passant. Finalement, M. Durand parle à nouveau. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur le proviseur, je pense que mademoiselle Dubois a raison. Nous avons des documents attestant de multiples plaintes concernant le comportement de Gauthier de Varennes envers elle et d'autres élèves. Si cela va jusqu'à une audience formelle, cet historique sera mentionné, ainsi que les preuves vidéo qui montrent clairement la légitime défense. La responsabilité du lycée dans ce scénario serait considérable. Monsieur Rocher se frotta les tempes avec lassitude. « Qu'attendez-vous que je fasse, mademoiselle Dubois ?»« Rien, dit Solène, je n'attends rien de vous. Je me suis défendu parce que personne d'autre ne me protégerait. Et maintenant, Gauthier et sa bande savent que je peux et que je me défendrai si nécessaire. C'est suffisant. Cela crée un dangereux précédent. Le précédent existait déjà, dit Solène doucement. Les harceleurs peuvent tourmenter leurs victimes pendant des mois sans conséquence. Le seul nouveau précédent est que certaines victimes pourraient bien se défendre. Et honnêtement, monsieur le proviseur, ce n'est pas un si mauvais message à envoyer. Elle fut renvoyée après avoir arraché la promesse qu'elle ne initierait aucune autre confrontation. Solène avait accepté volontiers. Elle n'avait aucun intérêt à initier quoi que ce soit, n'avait jamais voulu de confrontation en premier lieu. En quittant le bureau et en retournant dans le couloir principal, elle trouva Clémence, qui l'attendait sur un banc près de l'aile administrative. Son ami se leva immédiatement. « Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es exclu ?»« Non, » dit Solène, réussissant un léger sourire. « Il a menacé de me suspendre s'il y a d'autres incidents, mais M. Durand a souligné que c'était clairement de la légitime défense. Je pense que je suis en gros en sursis. Ils vont me surveiller de près, mais je n'ai pas de problème formel. » Et Gauthier? Je ne sais pas. Je suppose qu'il a une conversation similaire, mais avec l'argent et les avocats de son père, il aura probablement encore moins de conséquences que moi. Solène fut surprise du peu d'amertume qu'elle ressentait à ce sujet. Quelques jours plus tôt, l'injustice l'aurait consumée. Maintenant, cela semblait presque sans importance. Le pouvoir social de Gauthier avait été brisé sur ce parking, vu et enregistré par des dizaines de ses pairs. Aucune somme d'argent ou manœuvre légale ne pourrait reconstruire la réputation qu'il avait perdue lorsqu'il avait été publiquement vaincu par quelqu'un de 2 fois moins grand que lui. La journée d'école se déroula étrangement. Solène se déplaça dans ses classes dans une bulle d'attention chuchotée et de regards de côté. Certains élèves l'évitaient complètement, apparemment nerveux face à la violence dont elle avait fait preuve. D'autres hochaient la tête respectueusement à son passage ou offraient de discrets mots de soutien. En cours de français, Madame Bernard avait demandé à Solène de rester après la sonnerie. Et Solène s'était préparée à une autre leçon sur le comportement approprié et l'utilisation des canaux adéquats.
Au lieu de cela, l'enseignante avait simplement dit « Je suis désolé, j'ai vu ce qui se passait et je n'ai pas fait assez pour l'arrêter. C'était lâche de ma part et vous méritiez mieux. » Les excuses étaient si inattendues que Solène ne sut pas comment répondre au début. « Merci », réussit-elle finalement à dire, « ça compte beaucoup. » Vous avez montré plus de courage vendredi que je n'en ai montré dans toute ma carrière ici, continua Madame Bernard doucement. Et vous avez montré plus de retenue que la plupart des adultes n'en auraient eu dans votre situation. J'espère que vous le savez, Solène. Ce que vous avez fait, vous défendre tout en choisissant de ne blesser gravement personne, c'était remarquable. Au déjeuner, Solène et Clémence prirent leur place habituelle sur les bancs de la cour malgré l'air froid de novembre. Mais cette fois, elles n'étaient pas seules. 3 autres élèves demandèrent s'ils pouvaient se joindre à elles, des filles que Solène reconnut comme étant calmes, renfermées, le genre d'élèves qui passaient inaperçus parce qu'ils avaient appris que c'était plus sûr ainsi. Elles ne dirent pas grand-chose au début, s'asseyant simplement à proximité, partageant l'espace, mais vers la fin du déjeuner, l'une d'elles, une fille nommée Petra aux yeux nerveux et aux ongles rongés, avait parlé doucement. « Je suis contente que tu aies fait ce que tu as fait vendredi. La bande de Gauthier m'a embêté pendant des semaines, le semestre dernier. Je n'ai jamais su comment faire pour que ça s'arrête. » « Tu en as parlé à l'administration ?» demanda Solène gentiment. « 3 fois, rien ne s'est passé. Alors ce n'était pas toi le problème, dit fermement Solène. Tu as fait ce que tu étais censé faire. Le système t'a laissé tomber, pas l'inverse. Peut-être, dit Petra, mais te voir te défendre, te voir prendre le contrôle quand le système ne voulait pas aider, ça m'a fait réaliser que je n'ai pas à accepter tout ce qui m'arrive. Je peux apprendre à me défendre aussi, peut-être pas physiquement, mais d'autres manières. » Cette conversation, plus que toute autre chose, aida Solène à comprendre la signification de ce qui s'était passé sur le parking. Il ne s'agissait pas seulement d'elle tenant tête à Gauthier. Il s'agissait de démontrer à tout un lycée plein d'élèves que les victimes n'étaient pas impuissantes, que les brutes pouvaient être vaincues, que choisir de se défendre ne faisait pas de vous une mauvaise personne si vous le faisiez pour les bonnes raisons et avec une retenue appropriée. Le mardi, le choc immédiat s'était estompé pour laisser place à une nouvelle normalité. Gauthier et sa bande étaient notoirement absents du lycée et des rumeurs de suspension et de séances de conseil obligatoires se propageaient. Solène soupçonnait que leurs absences avaient plus à voir avec l'humiliation qu'avec une punition officielle. Comment pourraient-ils montrer leur visage après avoir été si publiquement vaincus? Mais leur absence créa un espace pour respirer, un sentiment de soulagement qui se propagea dans le tissu social de l'école. Les élèves qui avaient été des cibles de harcèlement se retrouvèrent capables de se déplacer dans les couloirs sans peur. Les groupes qui avaient été intimidés jusqu'au silence commencèrent à s'exprimer. La culture toxique que Gauthier avait imposée par l'intimidation se fissurait comme la glace au dégel du printemps. Clémence avait passé la matinée du mardi à montrer à Solène la réaction des réseaux sociaux aux vidéos du parking. « Tu es un peu célèbre », dit-elle en faisant défiler les commentaires sur son téléphone. Pas seulement au lycée Syntex, mais genre partout. Les gens partagent les vidéos avec des hashtags comme « Défends-toi » et « La force tranquille ». Il y a des articles d'opinion qui sont écrits sur le harcèlement et la légitime défense. Quelqu'un a fait une vidéo de compilation montrant à quel point tes mouvements étaient contrôlés et précis, décomposant les techniques image par image. Solène avait regardé une de ces vidéos d'analyse avec une fascination teintée de malaise. Un instructeur d'arts martiaux quelque part avait analysé sa réponse en détails techniques. Remarquez comment elle ne s'engage jamais trop dans une frappe, maintient toujours sa base, garde ses mains hautes même en mouvement. C'est quelqu'un avec des années d'entraînement de haut niveau. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est sa retenue.
Elle aurait pu donner des coups de coude au visage, des coups de genou à la tête, utiliser n'importe quel nombre de techniques qui causeraient des dommages sérieux. Au lieu de cela, elle utilise des coups de pied de poussée, des balayages et des projections qui neutralisent la menace sans blessure permanente. Voilà à quoi ressemble réellement la légitime défense. C'est bizarre de me voir analyser comme ça, admit Solène. Comme si j'étais une sorte de personnage, au lieu d'être juste une personne qui ne voulait plus se faire harceler. Tu es les deux, dit Clémence. Tu es Solène, mon amie, qui aime les mauvais films d'horreur et met beaucoup trop de sauce piquante sur tout. Mais tu es aussi ce symbole maintenant, de se défendre, d'être forte sans être cruelle. Tu ne peux pas contrôler le fait que les gens vont voir la vidéo et en tirer leur propre signification. Mercredi après-midi, Solène avait été approchée par Monsieur Morel, qui supervisait le petit club de self-défense de l'école. « Mademoiselle Dubois », dit-il, après la fin des cours, la rattrapant dans le couloir. « J'ai visionné les images de l'incident de vendredi. Vous avez une formation légitime. Une excellente formation, en fait. Je me demandais si vous seriez intéressé à aider avec notre programme de self-défense. Nous nous concentrons sur l'enseignement de techniques de défense de base aux élèves, en particulier ceux qui pourraient être vulnérables au harcèlement ou à l'agression. Votre perspective et vos compétences seraient précieuses. » Solène avait été surprise par l'offre, mais se trouva intriguée. « Je ne veux pas être présentée comme une sorte de partisane de la violence, » dit-elle prudemment. « Ce qui s'est passé vendredi n'est pas quelque chose dont je suis fière, même si c'était nécessaire. »« Je ne vous demande pas de célébrer la violence, » répondit M. Morel. « Je vous demande d'aider à enseigner aux élèves comment se protéger tout en soulignant la même retenue et le même jugement que vous avez montré. D'après ce que j'ai vu dans cette vidéo, vous comprenez que la légitime défense consiste à arrêter les menaces avec la force minimale nécessaire. C'est exactement ce que nous essayons d'enseigner, mais cela aurait plus de poids venant de quelqu'un de leur âge qui a réellement dû appliquer ces principes dans une situation réelle. » Solène avait accepté d'y réfléchir, et plus tard, ce soir-là, elle discuta de l'offre avec sa mère lors d'un rare dîner ensemble. Sa mère avait été horrifiée quand elle avait appris l'incident du parking, inquiète des conséquences juridiques et du genre de problèmes qui pourraient les suivre dans une autre nouvelle école. Mais après avoir regardé les preuves vidéo et écouté Solène expliquer les mois de harcèlement qui avaient précédé son action défensive, la perspective de sa mère avait changé. « Ton père aurait été fier, » dit-elle doucement. « Pas que tu aies dû te battre, mais que tu te sois défendu tout en gardant le contrôle, tout en faisant preuve de clémence. » C'était exactement sa philosophie. Être capable d'une violence incroyable, mais choisir de ne pas l'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue. « Je pense à aider M. Morel avec le programme de self-défense, » dit Solène. « Enseigner les bases aux autres élèves. M'assurer qu'ils comprennent qu'il s'agit de défense, pas d'agression. » Sa mère avait tendu la main sur leur petite table de... Son but n'avait jamais été la vengeance ou la domination. C'était simplement d'être laissé seul, d'exister sans peur. Gauthier était suffisamment brisé. Le détruire davantage ne la rendrait pas plus forte. Le vendredi après-midi, exactement une semaine après la confrontation sur le parking, Solène fut surprise de trouver Gauthier qui l'attendait près de son casier. Il se tenait seul, sans sa bande habituelle, sa posture défensive et mal à l'aise. Plusieurs élèves voisins le remarquèrent et ralentirent, se demandant clairement si le deuxième round était sur le point de commencer. Mais le langage corporel de Gauthier ne contenait aucune menace, et Solène s'approcha calmement de son casier, l'ouvrant sans se presser, lui laissant l'espace de dire ce qu'il était venu dire. « Je voulais m'excuser », commença Gauthier, sa voix assez basse pour que seule Solène puisse l'entendre.
pour tout. Les 3 derniers mois, toutes les merdes que je t'ai fait subir, les choses que j'ai faites à ton ami, c'était mal. » Solène avait continué à organiser son casier, ne le regardant pas directement, rendant le moment moins conflictuel. « Oui, c'était mal. Je sais que ça sonne creux, » continua Gauthier. « Et je sais que des excuses ne réparent rien ni n'effacent ce qui s'est passé. Mais je voulais que tu saches que j'ai compris maintenant. Je comprends quel genre de personne j'ai été. »« Qu'est-ce qui a changé ?» demanda Solène, fermant son casier et se tournant enfin pour lui faire « face ». « C'est de t'être fait humilier devant tout le lycée ? Parce que si c'est tout ce qu'il a fallu pour te donner une conscience, alors tu n'as pas appris la bonne leçon. » Gauthier tressaillit à cette remarque, mais ne recula pas. Ce n'était pas une question d'humiliation. C'était... Il chercha ses mots. C'était de réaliser que je m'en étais pris à quelqu'un qui aurait pu me détruire à tout moment, mais qui a choisi de ne pas le faire. Tu as fait preuve de clémence, alors que je ne l'aurais pas fait, alors que je ne le méritais pas. C'est ça qui m'a fait comprendre. Je n'ai pas fait preuve de clémence pour te donner une leçon, dit Solène doucement. J'ai fait preuve de clémence parce que devenir une brute moi-même, devenir quelqu'un qui utilise sa force pour blesser les gens, cela aurait signifié trahir tout ce en quoi je crois. Cela aurait signifié trahir la mémoire de mon père. Je sais, mais ça m'a appris quelque chose quand même. Gauthier baissa les yeux sur ses mains, les fléchissant lentement. Mon père, il me pousse toujours à dominer, à ne jamais montrer de faiblesse, à prouver que je suis meilleur que tout le monde. Et j'ai marché là-dedans parce que c'est plus facile d'être celui qui intimide que d'admettre que tu as peur. Peur de ne pas être assez bon, peur d'échouer, peur que sans la crainte et le respect que tu obtiens en harcelant, personne ne t'aimerait vraiment. La peur n'est pas le respect, dit Solène. Et les gens qui ne t'aimaient que parce que tu étais une brute n'étaient pas vraiment tes amis. Je commence à le comprendre. Gauthier releva les yeux, la rencontrant avec un effort visible. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je ne sais même pas si je mérite le pardon, mais je voulais que tu saches que je vais être différent. Pas parce que je me suis fait prendre ou humilier, mais parce que tu m'as montré qu'il y a une autre façon d'être fort. Solène l'étudia un long moment, cherchant la sincérité plutôt que la performance. Elle avait passé assez de temps à être victimisée pour reconnaître la manipulation, et bien que les mots de Gauthier aient pu être répétés, la honte et l'incertitude sur son visage semblaient authentiques. « Voici ce que je vais dire, » répondit-elle finalement. « Tout le monde mérite une chance de changer s'il est prêt à faire le travail. Le vrai changement signifie plus que de simples excuses. Cela signifie faire activement des choix différents chaque jour. Cela signifie intervenir quand tu vois d'autres personnes se faire harceler au lieu de participer ou de détourner le regard. Cela signifie utiliser le privilège et l'influence que tu as pour améliorer les choses au lieu de les empirer. Je peux le faire, dit Gauthier. Je veux le faire. Alors prouve-le, dit simplement Solène. Pas à moi, je n'ai besoin de rien de ta part, sauf qu'on me laisse tranquille. Prouve-le à tous les autres que tu as blessés, dit Clémence vers minuit, alors qu'elle partageait un bol de pop-corn sur le canapé usé de Solène. Tu as passé 3 mois à être terrifiée à l'idée de devenir violente, de perdre le contrôle et de te transformer en quelqu'un de dangereux. Mais quand c'est réellement arrivé, quand tu as vraiment dû te défendre, tu étais plus en contrôle que n'importe qui que j'ai jamais vu. Tu n'as jamais été en danger de devenir un monstre, Solène. Ça n'allait jamais arriver. Je ne le savais pas, admit Solène. C'était ça la partie effrayante, ne pas savoir si je pourrais m'arrêter une fois que j'aurais commencé. Mais tu t'es arrêté. Tu t'es arrêté exactement quand il le fallait.
Tu as utilisé exactement la force nécessaire, puis tu as fait preuve de clémence, alors que tu aurais pu faire bien pire. Ce n'est pas quelqu'un de dangereux, c'est quelqu'un qui a un incroyable contrôle de soi. Cette observation apaisa quelque chose en Solène qui la tourmentait depuis la confrontation. Sur le parking, Clémence avait raison. Elle avait eu si peur de perdre le contrôle, de devenir quelqu'un qui résolvait les problèmes par la violence, qu'elle n'avait pas reconnu sa propre discipline, les années d'entraînement qui lui avaient appris non seulement comment se battre, mais quand, pourquoi et avec quelle intensité. Les leçons de son père avaient été absorbées plus profondément qu'elle ne le réalisait. La semaine suivante apporta un ajustement continu à la nouvelle réalité du lycée Saint-Exupéry. Gauthier et son ancienne bande existaient désormais dans des orbites séparées, Brice et Théo ayant apparemment décidé que la loyauté envers quelqu'un qui les avait conduits à une humiliation publique n'en valait pas la peine. Ils se déplaçaient toujours dans le lycée avec une arrogance résiduelle, mais elle était creuse maintenant, et la plupart des élèves voyaient clair dans leur jeu. Julien s'était en fait approché de Solène pendant 1 heure de permanence pour marmonner des excuses maladroites, expliquant qu'il n'avait suivi Gauthier que par peur, qu'il n'avait jamais vraiment voulu blesser personne. Solène avait accepté les excuses d'un signe de tête, pas tout à fait pardonnant, mais prête à laisser tomber. Plus significativement, la culture au lycée Saint-Exupéry changeait de manière petite, mais notable. Les élèves qui avaient été des témoins silencieux du harcèlement commençaient à s'exprimer lorsqu'ils voyaient le harcèlement commencer. Les professeurs semblaient plus disposés à intervenir dans les conflits, peut-être rendus mal à l'aise par la reconnaissance que leur inaction antérieure avait contribué à l'incident du parking. L'administration envoya une note de service sur son engagement renouvelé pour la sécurité des élèves et sa tolérance zéro pour le harcèlement. Des mots qui sonnaient un peu creux, compte tenu de leurs échecs passés, mais qui suggéraient au moins une prise de conscience que le changement était nécessaire. Solène avait commencé à aider M. Morel avec le programme de self-défense le jeudi après-midi. Le programme avait doublé de fréquentation après que les vidéos du parking soient devenues virales, remplies d'élèves qui voulaient apprendre à se protéger. Solène leur enseignait les postures de base et la conscience de leur environnement, soulignant que le but n'était jamais de se battre, mais de créer des opportunités de s'échapper, insistant sur le fait que les techniques physiques étaient le dernier recours après que la fixation de limites verbales et la conscience de l'environnement aient échoué. Elle trouva une satisfaction inattendue à enseigner, à transmettre la philosophie de son père en même temps que ses techniques, à regarder les élèves gagner en confiance, non pas par l'agression, mais par la connaissance. Lors d'une de ces sessions, un garçon de seconde nommé Marc, un des prénoms courants que l'on avait dit à Solène d'éviter mais qui lui allait parfaitement, avait posé la question que tout le monde se posait probablement. Si tu savais te battre depuis le début, pourquoi n'as-tu rien fait plus tôt? Pourquoi les laisser te harceler si longtemps? Solène avait interrompu sa démonstration pour s'adresser à toute la classe, parce que savoir comment blesser les gens s'accompagne de la responsabilité de ne pas le faire. Mon père m'a appris que avoir ces compétences signifie que vous devez être encore plus prudent quant au moment et à la manière de les utiliser. J'ai d'abord essayé toutes les autres options, ignorer le harcèlement, le signaler à l'administration, éviter les confrontations. Je ne me suis défendu physiquement que lorsque je n'avais littéralement plus d'options, lorsque quelqu'un a posé les mains sur moi d'une manière qui ne laissait aucun choix. « Mais tu n'avais pas peur ?» demanda un autre élève. « Pendant ces mois où il te harcelait ?» « Terrifié, admit Solène. Pas peur de me faire mal dans un combat. Peur de perdre le contrôle, de causer des dommages permanents à quelqu'un, de trahir les valeurs que mon père m'a enseignées,
des conséquences juridiques que ma famille ne pouvait pas se permettre. La peur n'était pas de savoir si je pouvais me défendre. La peur était de ce que me défendre pourrait faire de moi. Mais ça ne t'a pas transformé en quelque chose de mauvais, dit le premier élève. Tu t'es défendu et tu es resté une bonne personne. Tu as fait preuve de clémence. C'est la leçon que je veux que vous appreniez tous, dit Solène. La légitime défense ne consiste pas à se venger, à dominer ou à prouver que vous êtes un dur. Il s'agit de vous protéger avec la force minimale nécessaire pour arrêter une menace. Et le but est toujours d'éviter la confrontation physique si possible. La violence devrait être la toute dernière option, pas la première. Ces sessions devinrent un point culminant des semaines de Solène. Un espace où elle pouvait transformer quelque chose de douloureux en quelque chose de productif, où l'entraînement de son père pouvait servir un but au-delà de la simple survie. Les élèves du programme la traitaient avec respect, mais pas avec peur, comprenant que ses compétences étaient assorties de discipline et de retenue. Elle prouvait, jour après jour, qu'être capable de violence ne vous rendait pas violent, que la force et la gentillesse pouvaient coexister. 3 semaines après l'incident du parking, par un froid matin de décembre, où le givre couvrait les fenêtres et où les élèves se blottissaient dans leurs manteaux d'hiver, Solène fut témoin d'une situation qui lui rappela pourquoi son choix de se défendre avait compté. Elle était à son casier avant la première heure lorsqu'elle entendit une agitation dans le couloir, des voix fortes, des rires avec une pointe de cruauté, le son particulier des dynamiques sociales transformées en armes. En se retournant, elle vit un petit groupe d'élèves entourant une fille que Solène reconnut comme étant en seconde, quelqu'un de nouveau et visiblement en difficulté pour s'intégrer. 2 garçons se lançaient son sac à dos entre eux pendant qu'elle les suppliait d'arrêter. Son visage rouge d'humiliation et des larmes menaçant de couler, le premier instinct de Solène fut d'intervenir directement, mais elle se retint. Foncer pour dominer physiquement la situation ne ferait que renforcer la dynamique du droit du plus fort qu'elle essayait de briser. Au lieu de cela, elle s'approcha calmement, se positionnant à côté de la fille de seconde, et dit simplement d'une voix assez forte pour être entendue: « Rendez-lui son sac. » Les 2 garçons, des élèves de première que Solène reconnaissait vaguement des couloirs, s'étaient figés. L'un d'eux, celui qui tenait le sac à dos, avait essayé de rire pour désamorcer la situation. « On s'amuse juste, c'est pas grave. »« C'est grave pour elle, » dit Solène, hochant la tête vers la fille de seconde, dont les larmes coulaient maintenant librement. « Et ça va être grave pour vous, si vous ne le lui rendez pas tout de suite. »« Qu'est-ce que tu vas faire ?» défia le 2e garçon, mais sa voix manquait de conviction. Tout le monde au lycée Saint-Exupéry savait qui était Solène maintenant, savait de quoi elle était capable, savait que la défier était une proposition perdante. « Rien, » dit calmement Solène, « parce que vous allez faire le bon choix. Vous allez lui rendre son sac, vous excuser et partir. Et ensuite, vous allez réfléchir très sérieusement à savoir si vous voulez qu'on se souvienne de vous comme du genre de personne qui s'en prend aux plus petits ou si vous voulez être meilleur que ça. » Le premier garçon avait regardé le sac à dos, puis Solène, puis la petite foule qui s'était rassemblée pour assister à la confrontation. Ce qu'il vit dans le regard stable de Solène le convainquit. Il tendit le sac à dos à la fille de seconde avec un « désolé » marmonné. Et lui et son ami s'étaient empressés de partir, peu disposés à tester si le calme de Solène tiendrait s'ils insistaient. Solène s'était tournée vers la fille de seconde, qui serrait son sac à dos et essuyait ses larmes avec sa manche. « Ça va ?» La fille avait hoché la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. Solène l'avait accompagnée jusqu'à sa première heure de cours, une présence silencieuse qui disait « Tu n'es pas seul et tu comptes ».
Elles n'échangèrent pas beaucoup de mots, mais alors qu'elles se séparaient, la fille de seconde avait réussi un merci silencieux qui portait plus de poids qu'un long discours. Cet incident, et d'autres comme lui, démontrèrent l'effet d'entraînement de la confrontation de Solène sur le parking. Elle ne s'était pas seulement défendue, elle avait déplacé l'équilibre du pouvoir au lycée Saint-Exupéry, avait démontré que les brutes pouvaient être confrontés et vaincus, avait montré que la force sans cruauté était possible. D'autres élèves trouvaient leur courage s'exprimant lorsqu'ils étaient témoins de harcèlement, intervenant dans des situations qu'ils auraient auparavant ignorées. L'école n'était pas parfaite, aucune école ne l'est, mais elle était meilleure et cela comptait. À la mi-décembre, alors que le semestre touchait à sa fin et que les vacances de Noël approchaient, Solène se retrouva dans une position qu'elle n'aurait jamais cru occuper dans une école, respectée, connue, sincèrement appréciée par un cercle d'amis grandissant. Elle et Clémence déjeunaient maintenant avec un groupe régulier, Petra, marque du cours de self-défense, deux autres filles qui avaient été silencieuses et négligées jusqu'aux dernières semaines. Ils parlaient de choses normales, les vacances à venir, les films, les projets universitaires, les préoccupations habituelles des élèves de leur âge. Solène participait à ces conversations avec une aisance qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant, ne surveillant plus constamment les menaces, ne réprimant plus sa personnalité pour éviter l'attention. La transformation n'était pas seulement externe. Intérieurement, Solène avait réconcilié les différentes parties d'elle-même, la combattante entraînée et la personne qui valorisait la paix, la fille honorant la mémoire de son père et la jeune femme forgeant son propre chemin. Elle comprenait maintenant que la force se présentait sous de nombreuses formes, la force d'endurer, la force de se défendre, la force de faire preuve de clémence, la force d'aider les autres à trouver leur propre courage. Toutes étaient valides, toutes étaient nécessaires, et naviguer entre elles exigeait un jugement et une sagesse qui ne pouvaient être enseignés dans aucun club de sport. Un après-midi de fin décembre, Solène quittait le bâtiment de l'école après avoir aidé au programme de self-défense lorsqu'elle rencontra Gauthier dans le parking presque vide. Ils ne s'étaient pas parlé depuis ses excuses des semaines plus tôt, avaient simplement coexisté dans la même école, avec une distance mutuelle prudente. Mais maintenant, il était appuyé contre son 4 fois, 4 couteaux, attendant clairement quelqu'un. Et leurs yeux se croisèrent à travers l'espace qui les séparait. Solène s'était arrêtée, incertaine de savoir s'il fallait engager la conversation ou simplement passer son chemin. Mais Gauthier s'était redressé, s'était approché les mains visibles et non menaçantes, s'arrêtant à plusieurs mètres pour maintenir une distance appropriée. « Je voulais te dire quelque chose », dit-il sans préambule. La semaine dernière, il y avait un élève de seconde qui se faisait harceler par des gars de mon ancienne bande et j'ai arrêté ça. Je leur ai dit de laisser le gamin tranquille, qu'il y avait de meilleures façons de passer leur temps. Ils ont reculé. « C'est bien, » dit Solène sincèrement. « C'est le genre de changement qui compte. » C'était bizarre, admit Gauthier, d'être celui qui arrête le harcèlement au lieu de le causer, mais aussi... Je ne sais pas, c'était mieux en quelque sorte. Comme si je valais vraiment quelque chose, au lieu d'être juste le gars dont tout le monde avait peur. La peur et le respect sont des choses différentes, dit Solène, faisant écho à ce qu'elle lui avait dit auparavant. Tu commences à le comprendre. J'essaye. Gauthier parut mal à l'aise mais déterminé. Ma psy, mon père m'a finalement mis en thérapie après tout ce qui s'est passé. Elle dit que j'ai beaucoup de travail à faire sur moi-même. Dit que j'utilisais le harcèlement comme un moyen de me sentir puissant parce que je me sentais impuissant à la maison avec les attentes et la pression de mon père, ce qui ressemble à du charabia de psychologue, mais est probablement vrai. Probablement, acquiesça Solène,
Mais comprendre pourquoi tu as fait quelque chose ne l'excuse pas. Le travail consiste à choisir d'être différent à l'avenir. Je sais. Gauthier hésita, puis ajouta: je ne m'attends pas à ce qu'on soit amis ou quoi que ce soit. Mais je voulais que tu saches que ce que tu as fait, te défendre tout en faisant preuve de retenue, ça a changé quelque chose en moi. Ça m'a fait réaliser qu'il y avait une autre façon d'être. Bien, dit simplement Solène. Continue d'être comme ça. Ils s'étaient séparés alors, Gauthier retournant à son 4x4 et Solène vers l'arrêt de bus, et Solène ressentit un sentiment d'achèvement. Elle n'avait pas eu besoin de la transformation de Gauthier pour sa propre guérison, mais la voir se dérouler validait son choix de faire preuve de clémence au lieu de vengeance. La violence engendrait la violence, mais parfois la clémence pouvait briser ses cycles, pouvait planter des graines de changement dans un sol improbable. Le dernier jour avant les vacances de Noël arriva avec des températures glaciales et une légère chute de neige. C'est un commentaire assez accablant sur la façon dont les écoles gèrent le harcèlement. C'est vrai, mais le changement doit commencer quelque part, et parfois il faut que quelqu'un se lève, vraiment se lève, pas seulement le signaler à des adultes qui ne feront rien, pour faire une différence. Tu as été cette personne. Elles avaient commencé à marcher vers le parking, vers la voiture de Clémence avec ses pneus neufs et son statut de refuge pendant les pauses déjeuner. Mais Solène s'arrêta à mi-chemin, se retournant pour regarder le bâtiment de l'école, avec sa façade en briques et son architecture institutionnelle. Elle pensa à la fille qui avait franchi ses portes 3 mois plus tôt, effrayée sur ses gardes, accablée par des promesses, un deuil et le poids de capacités qu'elle ne voulait pas utiliser. Cette fille existait toujours en elle, ferait toujours partie d'elle, mais elle avait été rejointe par quelqu'un de plus fort, de plus complet, plus en paix avec tout le spectre de qui elle était. « Tu viens ?» appela Clémence, déjà à sa voiture. Solène avait souri, se détournant du bâtiment et de ses souvenirs. « Oui, j'arrive. » Alors qu'elle quittait le lycée Saint-Exupéry à travers des rues décorées pour les fêtes et transformées par la neige fraîche, Solène se surprit à penser à son père, aux promesses qu'elle avait faites sur sa tombe, à savoir si elle les avait honorées ou trahies en choisissant de se défendre. Mais elle comprenait maintenant que la vraie leçon de son père n'avait pas été de ne jamais utiliser la violence. C'était d'utiliser la violence seulement lorsque c'était nécessaire, et toujours avec retenue, et jamais au détriment de son humanité. Elle avait fait exactement cela. Dans la confrontation sur le parking, elle s'était défendue avec la force minimale nécessaire, avait fait preuve de clémence alors que la vengeance aurait été plus facile, avait refusé de devenir une brute même quand elle avait toutes les justifications pour blesser les gens qui l'avaient blessée. Cette retenue, cette clémence, ce refus de laisser la cruauté la rendre cruelle, c'était le véritable héritage de son père, et elle l'avait honoré parfaitement. La vidéo du parking continua de circuler en ligne, vue des millions de fois, disséquée, discutée et utilisée comme outil pédagogique sur la légitime défense, le harcèlement et la retenue. Solène ne la regardait plus, ne lisait plus les commentaires ni ne suivait les débats pour savoir si elle avait été justifiée, si elle avait utilisé une force excessive ou si elle devait être considérée comme une héroïne ou un exemple de la violence engendrant la violence. Elle avait fait son choix à ce moment-là, avait agi selon son entraînement et ses valeurs, et le tribunal de l'opinion publique était sans importance pour sa propre compréhension de ce qui s'était passé. Ce qui importait, c'est qu'elle pouvait maintenant marcher dans le lycée sans peur. Le programme de self-défense continuait de croître, et M. Morel nomma officiellement Solène, instructrice adjointe, un poste qui s'accompagnait d'une petite rémunération qui aidait aux finances familiales et lui donnait quelque chose à mettre sur ses dossiers pour l'université.
Un après-midi de fin janvier, lors d'une séance de self-défense, un nouvel élève posa à Solène la question que tout le monde se posait finalement. « Tu le regrettes de t'être battu ce jour-là » Solène s'était arrêtée, avait roulé des épaules, avait réfléchi attentivement à sa réponse. « Je regrette que ce fût nécessaire. Je regrette que le système ait si mal échoué que la confrontation physique soit devenue la seule option. Je regrette chaque moment de harcèlement qui y a mené et j'aurais aimé que cela ne se soit jamais produit. » Elle regarda l'élève, droit dans les yeux. « Mais est-ce que je regrette de m'être défendue ? Non, je ne le regrette pas, parce que rester passive ne me gardait pas en sécurité. Cela enseignait simplement à tout le monde que je pouvais être victimisée sans conséquence. Parfois, il faut tracer une ligne. Parfois, il faut se lever, même si se lever est effrayant, compliqué et a un coût. « Mais comment savais-tu que c'était le bon moment ?» demanda un autre élève. « Comment savais-tu quand arrêter d'être passive et commencer à te défendre, quand toutes les autres options étaient épuisées ?» dit Solène. « Quand le signaler aux adultes n'a pas fonctionné, la légitime défense était moralement justifiée, mais elle s'accompagnait de la responsabilité de n'utiliser que la force nécessaire, de s'arrêter lorsque la menace prenait fin, de ne jamais laisser une défense juste devenir une vengeance injuste. » En février, l'incident du parking s'était estompé des conversations quotidiennes au lycée Saint-Exupéry, remplacé par de nouveaux drames et préoccupations comme cela se produit toujours dans le tourbillon constant des dynamiques sociales scolaires. Mais les changements qu'il avait catalysés demeuraient. Les élèves étaient plus disposés à intervenir lorsqu'ils étaient témoins de harcèlement. Les professeurs étaient plus attentifs aux dynamiques de harcèlement. L'administration avait effectivement mis en œuvre des politiques anti-harcèlement significatives avec de réelles conséquences et Gauthier de Varennes, autrefois le roi incontesté de la hiérarchie sociale du lycée Saint-Exupéry, était devenu une personne véritablement meilleure, pas parfaite, travaillant toujours sur ses problèmes avec une thérapie et un effort sincère, mais n'étant plus le prédateur qu'il avait été. Un jour de mars, alors que le printemps commençait à s'affirmer et que la neige fondait en plaques boueuses sur les terrains de sport, Solène se retrouva de nouveau sur le parking où tout avait changé. Elle se tenait près de l'endroit où elle s'était défendue, où des flaques de boue avaient été témoins de sa transformation de victime à vainqueur, puis à exemple. Le sol était différent maintenant, dégelé et séchant, ne montrant aucune trace de cet après-midi de novembre. Mais Solène pouvait encore le voir dans son esprit, la bande de Gauthier l'entourant, la pluie tombant, le moment où elle avait finalement arrêté de fuir et avait tenu bon. « Ça va ?» La voix de Clémence la tira de sa rêverie. Son amie s'était approchée d'elle, suivant le regard de Solène à travers le parking. « Oui ?» dit Solène, sincèrement. « Je me souviens, c'est tout. J'ai l'impression que c'est arrivé il y a une éternité. » « D'une certaine manière, c'est le cas, » dit Clémence. « Tu n'es pas la même personne que tu étais ce jour-là. Bon sang, je ne suis pas la même personne. Tout ce lycée n'est pas le même. C'est bien ou mal ?»« C'est bien, » dit fermement Clémence. « C'est vraiment bien. Cet endroit était toxique avant et tout le monde l'acceptait parce qu'il ne pensait pas que ça pouvait changer. Tu as prouvé que c'était possible. » Elles avaient marché ensemble vers le bâtiment de l'école, croisant des élèves qui les saluaient chaleureusement, ne traitant plus Solène comme une curiosité ou une menace, mais simplement comme un autre membre de la communauté. En marchant, Solène se surprit à penser au cercle complet qu'elle avait parcouru. Depuis le club de son père dans son enfance, où elle apprenait à se battre, en passant par sa mort et sa promesse d'éviter la violence, par des mois de victimisation, jusqu'au moment où elle s'était enfin défendue, jusqu'aux conséquences où elle avait appris que la force et la clémence pouvaient coexister. Tout cela l'avait menée ici,
à cet après-midi de mars, marchant à côté de sa meilleure amie à travers une école où elle se sentait enfin en sécurité, où elle avait trouvé sa place, non pas en étant invisible, mais en étant pleinement elle-même, combattante entraînée et pacifiste. Fille, honorant la mémoire de son père et jeune femme, forgeant son propre chemin, capable d'une violence incroyable, mais choisissant la retenue, assez puissante pour blesser, mais assez disciplinée pour faire preuve de clémence. Ce soir-là, dans la petite chambre de son appartement, Solène ouvrit la boîte qu'elle gardait cachée dans son placard, la boîte contenant les médailles et les photos de son père, ses notes d'enseignement et ses certificats de ceinture, tous les vestiges physiques d'une vie consacrée aux arts martiaux et à la discipline. Elle sortit une photo d'elle à 8 ans, debout à côté de son père dans leur club, tous deux en tenue d'entraînement, tous deux avec les expressions sérieuses de personnes qui comprenaient que ce qu'ils pratiquaient n'était pas un jeu mais une responsabilité. « Je l'ai fait, papa », chuchota-t-elle à la photo. « Je me suis défendue comme tu me l'as appris. Mais plus important encore, j'ai fait preuve de clémence comme tu me l'as appris. J'ai utilisé juste assez de force pour arrêter la menace, puis je me suis arrêté. Je ne suis pas devenue une brute. Je n'ai pas laissé la colère me rendre cruelle. J'espère que ça te rend fière. » La photo n'offrit aucune réponse, bien sûr. Mais Solène sentit un sentiment de paix s'installer en elle qu'elle n'avait pas connu depuis avant sa mort. Elle avait porté une culpabilité pendant des années, culpabilité pour sa mort, dans un accident qu'elle ne pouvait pas empêcher, culpabilité pour les difficultés financières de sa mère, culpabilité pour ses propres capacités et pour savoir si elle la rendait dangereuse. Mais elle comprenait maintenant que l'entraînement de son père n'avait pas pour but de créer de la violence, mais de la prévenir, l'empêcher d'être victimisée, mais tout aussi important, l'empêcher de devenir une persécutrice. Cet équilibre était la véritable compétence qu'il lui avait enseignée et elle avait enfin appris la leçon. Le semestre continua vers sa conclusion. Solène maintint ses notes, aida à développer le programme de self-défense, passa du temps avec Clémence et leur groupe d'amis grandissant, enseigna à d'autres élèves comment se protéger tout en soulignant que la défense physique était toujours le dernier recours. Elle observa Gauthier continuer sa transformation, notant avec une satisfaction silencieuse lorsqu'il défendit un élève de seconde contre le harcèlement, lorsqu'il s'excusa auprès d'élèves qu'il avait précédemment harcelés, lorsqu'il utilisa son influence sociale encore considérable pour promouvoir la gentillesse au lieu de la cruauté. Le dernier jour de l'année scolaire, alors que l'été s'étendait devant eux avec sa promesse de liberté et de possibilités, Solène et Clémence s'assirent une dernière fois sur leur banc de la cour, déjeunant sous le chaud soleil de juin. L'année avait bouclé la boucle, commençant avec Solène comme une nouvelle élève effrayée et se terminant avec elle comme une présence établie, respectée et sincèrement appréciée, ne cachant plus aucune partie d'elle-même. « Les dossiers pour l'université l'année prochaine », dit Clémence en faisant défiler son téléphone. « Tu te rends compte qu'on va être en terminale ? J'ai l'impression que tu viens d'arriver. » « J'ai l'impression d'être ici depuis toujours, » répondit Solène. « Dans le bon sens, je veux dire. J'ai vraiment une histoire ici maintenant, des liens, une réputation qui n'est pas juste cette pauvre nouvelle. » « Ta réputation est légendaire, » corrigea Clémence avec un sourire. « J'ai vu des élèves de seconde l'autre jour t'appeler la fille du parking et parler de toi comme si tu étais une sorte d'héroïne de folklore. C'est assez hilarant. »« Tant qu'ils comprennent la vraie leçon, » dit Solène, « que se défendre ne fait pas de vous une mauvaise personne et que faire preuve de clémence ne vous rend pas faible. Ces choses peuvent coexister. » « Ils comprennent, » l'assura Clémence. « Crois-moi, tout le lycée comprend. Tu as appris à tout le monde que la force et la gentillesse ne sont pas des opposés. Ce sont des partenaires,
C'est ton héritage ici, Solène, c'est ce dont les gens se souviendront. » Alors qu'elle quittait le lycée Saint-Exupéry cet après-midi-là pour la dernière fois avant les vacances d'été, Solène s'arrêta à l'entrée principale pour regarder le bâtiment qui avait été un tel creuset pour elle. Elle pensa à la fille effrayée qui avait franchi ses portes 9 mois plus tôt, déterminée à rester invisible, terrifiée par ses propres capacités, accablée par des promesses et un deuil. Cette fille avait été transformée par le feu, non pas détruite, mais affinée, forgée en quelqu'un de plus fort et de plus complet. Elle avait appris que la vraie force ne consistait pas à gagner des combats, c'était d'avoir le courage de se défendre lorsque c'était nécessaire, la discipline de n'utiliser que la force appropriée, la sagesse de faire preuve de clémence quand on avait toutes les raisons d'être impitoyable, et le caractère d'aider les autres à trouver leur propre force plutôt que d'accumuler le pouvoir pour soi-même. C'étaient les vraies leçons, celles qui la porteraient vers les défis à venir. « Prête ?» demanda Clémence, déjà à mi-chemin de sa voiture. « Oui », dit Solène, se détournant de l'école et se tournant vers l'avenir. « Je suis prête. » Alors qu'elle traversait le parking où sa vie avait changé par un après-midi pluvieux de novembre, Solène sentit la présence de son père, non pas comme un poids ou une obligation, mais comme un don. Il lui avait donné des compétences et de la discipline, lui avait appris à être forte sans être cruelle, lui avait montré que les vrais guerriers choisissaient leur bataille et savaient quand faire preuve de clémence. Elle avait honoré ce don, l'avait utilisé pour se protéger et protéger les autres, avait démontré que le pouvoir et la compassion pouvaient exister dans la même personne. La vidéo de sa confrontation sur le parking vivait toujours en ligne, toujours partagée et discutée, un enregistrement permanent du choix d'une fille de se défendre avec compétence et retenue. Mais Solène n'avait pas besoin de cette vidéo pour se souvenir de qui elle était ou de ce qu'elle avait prouvé. Elle portait cette connaissance plus profondément maintenant, non pas dans une célébrité virale, mais dans la confiance de quelqu'un qui comprenait ses propres capacités et limites, qui savait quand se battre et quand faire preuve de clémence, qui pouvait marcher dans le monde sans peur parce qu'elle n'était ni victime ni persécutrice, mais quelque chose de mieux. Quelqu'un d'assez fort pour être gentil, d'assez capable pour être doux, d'assez puissant pour choisir la paix. C'était le véritable héritage de son père. C'était ce qu'elle emporterait avec elle. C'était ce qu'elle continuerait à enseigner aux autres par la parole et par l'exemple. Et alors que le soleil d'été réchauffait son visage, que la radio de la voiture de Clémence jouait à travers les fenêtres ouvertes et que le monde